D'abord, je voulais remercier les organisateurs, comme de coutume, et témoigner de ma joie d'être parmi vous, ce qui n'a pas été forcément facile en venant de Nîmes, mais les connexions ont réussi à se faire et finalement, je suis là et heureux d'être là. Alors, je vais essayer de vous convaincre un peu parce que je sais que souvent l'auditoire est très convaincu que mettre en place une prothèse, finalement, c'est assez facile, entre guillemets. Et puis, finalement, les résultats sont toujours bons. Alors, pourquoi robotiser une prothèse totale de hanche? C'est un peu la question. Alors, évidemment, j'ai des conflits d'intérêts dans cette présentation. Et pourquoi nous est venue l'idée de robotiser? Parce qu'on avait déjà une expérience de la navigation. Et puis parce qu'on a des challenges, c'est-à-dire des gens qui sont de plus en plus jeunes à opérer. Et puis on a des patients, peut-être par ma vertu rachidienne au départ, qui ont des déformations, qui ont des longues fusions rachidiennes, et puis on se retrouvait avec un risque d'instabilité sur ces prothèses qui était importante. Alors, le fait de dire à un moment donné, ben, c'est instable, ça risque, et je mets une double mobilité, on est en France, évidemment que l'idée était assez intéressante, mais peut-être que mieux comprendre comment mettre une double mobilité, comment mettre une cupule, voir comment orienter au-delà de la cupule une tige fémorale. Est-ce qu'il faut l'orienter toujours pareil, c'est-à-dire comme on m'a appris, 15 degrés d'antéversion? Est-ce que ça suffit? Est-ce que dans tous les cas, on peut généraliser finalement une implantation? Quel implant choisir? Est-ce qu'on fait le choix d'un implant sans ciment où la marge de manœuvre est parfois un peu délicate, ou bien on peut repartir même sur une tige cimentée? C'était toutes ces questions qu'on s'était posées à l'époque. D'autant que finalement, quand on regarde le taux de complications dans les registres, et ben, quand on apprécie finalement le retentissement d'une malposition d'implant, hein, on a beaucoup d'implants verticalisés qui manquent d'antéversion. Finalement, ça ne se passe pas si mal, mais parfois ça ne se passe pas si bien non plus. Et on peut considérer que 30 à 40% des complications qu'on peut avoir, notamment d'inégalité des membres inférieurs, notamment de dislocation, peut-être de certains loosening, en tout cas de certains conflits, peuvent être liés à une malposition d'implant et en tout cas une implantation qui peut ne pas être adaptée à l'anatomie, voire à la fonction de la hanche. Alors évidemment qu'on a une grosse variabilité, déjà un coxavara, comment on fait, est-ce qu'on restitue entre guillemets un offset correctement, est-ce qu'il faut laisser du vara, prendre une tige particulière, au contraire corriger ce vara? Par exemple, l'antéversion fémorale, on voit des patients qui sont très rétroversés, d'autres antéversés. Comment gérer cette antéversion fémorale et à quel prix et surtout avec quel type d'implant? Et puis, on a affaire à des cas qui sont un peu plus complexes, qui sont les cas que vous connaissez aussi, hein, certes à la marge, mais qui existent, hein, les dysplasies de l'acétabulum, qui font qu'à un moment donné, on se demande si on peut mettre décemment une cupule qui va tenir dans un triangle. Et donc, peut-être que là, au-delà de la robotisation, la planification et l'anticipation, plutôt, peut avoir un intérêt. Alors, est-ce qu'on doit opérer tous ces patients de la même façon? C'est la diapositive assez classique que je montre. Globalement, ces patients ont des déséquilibres du tronc antérieur ou bien latéral. Vous voyez ces grosses déformations. Est-ce qu'on doit mettre une prothèse chez patient scoliotique dans la convexité de la scoliose de la même façon que dans la concavité? Comment gérer l'inégalité de longueur, considérant que parfois, et souvent même, ces patients sont raides et que derrière la longueur intra-articulaire, eh ben, parfois c'est un challenge pour savoir comment le patient va être au mieux, et on se retrouve tous avec des patients qui ont des inégalités fonctionnelles, qui sont parfois même pas si grandes que ça, et qui vont pas si bien que ça. Et donc finalement, on arrive à quelque chose de plus évolutif dans le positionnement qui était très statique, comme le décrivait Dor, qui peut être à considérer comme plus dynamique, en tout cas pour ce qui est de l'orientation des implants, peu de la cupule, mais peut-être de la tige. Alors, venant du rachis, quand je vous présente ça, effectivement, il y a une espèce de soupe à ongles. Et ces soupes à ongles-là, elles sont un peu indigestes. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de connaître tout ça pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que la bascule du bassin, eh ben, elle a une influence sur l'orientation de l'acétabulum. C'est ça qu'il faut comprendre, l'orientation fonctionnelle de l'acétabulum. Et en fait, pour essayer d'être un peu plus précis, quand vous êtes en position de rétroversion, d'extension du bassin, on a tendance à un peu ouvrir ses acétabulums, et donc on a plutôt tendance à ouvrir l'acétabulum en avant. Alors ça pose aucun problème puisque c'est de l'adaptation, mais par contre quand les bassins sont bloqués, peut-être que là, ça peut avoir un problème, puisque quand vous rétroversez le bassin, vous allez antéverser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez diminuer la couverture antérieure et augmenter la couverture postérieure. Et peut-être que là, il peut y avoir un conflit en extension-rotation externe sur votre prothèse. Si le bassin, effectivement, présente des troubles cinématiques, c'est-à-dire effectivement une inadaptabilité, j'y arrive, à ce positionnement, bah, ça peut poser un problème, et ça peut poser un problème notamment quand les patients sont assis, on en parlait tout à l'heure, ou en tout cas ce matin, quand les patients se retrouvent avec des bassins qui sont bloqués vers l'avant.
puisque dans ces cas-là, on va avoir plutôt une tendance à avoir un acétabulum qui va regarder en arrière, donc une hyper-couverture antérieure. Si ces patients ont été versés assis, eh ben, restent assis avec une rétroversion acétabulaire, ils risquent d'avoir en flexion-rotation interne un risque de conflit, donc de dislocation antérieure. Donc ces éléments sont à garder un peu dans la tête, et finalement la vertu de la planification, elle est assez pédagogique. Et puis il y a la raideur, c'est-à-dire qu'au-delà du positionnement, on parlait du ce qu'appellent les Anglais appellent le stuck pelvis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, ça s'adapte pas. Alors ça s'adapte pas soit au niveau de la colonne vertébrale, soit au niveau de la hanche, et parfois même ça s'adapte pas du tout. Et donc comment gérer ce positionnement? Est-ce que finalement le positionnement de nos prothèses a une influence sur le risque de complications? C'est un peu la question, et d'autant que, comme vous le savez, la tendance du vieillissement, c'est une maladie qui est syphosante, et cette maladie syphosante-là fait qu'on a tendance à basculer vers l'avant, et on a tendance à compenser par une extension du bassin, un flexum de hanche, parfois un flexum de genou, qui fait que... Donc il faut déterminer des situations à risque qui sont celles que je vous ai montrées là, qui sont effectivement des patients qui sont fusionnés, même si la fusion est de bonne qualité. C'est pire quand la fusion est de mauvaise qualité, comme vous voyez sur cette deuxième diapo. Tous ces patients parkinsoniens aussi, qui sont avec des camptocormies, des grosses déformations antérieures, bah, globalement, ils ont des grosses rétroversions pelviennes, et comment positionner sa prothèse dans ces cas-là. Et puis, j'insiste encore sur cette obliquité du bassin dans le plan de face qui peut poser des problèmes, notamment d'évaluation clinique en préopératoire, qui est vraiment le key point probablement de l'évaluation, pour savoir comment adapter au mieux la longueur intra-articulaire, à condition bien sûr d'avoir une prothèse qui reste stable. Alors, pour nous, c'est quand même intéressant d'intégrer ces facteurs-là dans une planification. Et donc, quand on parle de robotique, c'est un fouillis, c'est-à-dire qu'on intègre à la fois la planification 3D, puis finalement la robotisation. L'intérêt de la robotisation, c'est d'appliquer de façon fiable et reproductive, finalement, un planning qu'on avait prédéterminé. Et là, le planning est au choix du chirurgien. Alors, on intègre effectivement cette pente sacrée en position debout assise, et puis on arrive finalement par cette intégration à avoir une idée un peu plus cinématique. Et en pratique, et pour parler de la vie courante, voilà comment ça se passe, hein. On a une planification 3D, on arrive à régler l'antéversion et l'inclinaison de la cupule, on fait en sorte ou non de faire coïncider le centre de rotation de l'acétabulum natif avec le centre de rotation de la cupule. On a une idée peut-être mauvaise, en tout cas, de la version fémorale. Ici, vous aviez -3 de version fémorale, considérant que l'angle qui était calculé était en référence au condyle postérieur, et donc l'orientation du col était référencée par rapport à ces condyles postérieurs. Et puis, on a les moyens donc de rentrer ce bassin en position debout assise et de faire une simulation, un modèle, pour tester en préopératoire les risques de conflit qu'on peut avoir au niveau de cette hanche, quand le patient est debout, quand le patient est assis, dans les différentes positions, en flexion, en extension, en flexion-rotation interne, en extension-rotation externe. Et puis, on essaie de voir si on a un gain. Alors, c'est intéressant parce que vous mettez de la double mobilité. Alors, avec ce modèle-là, on peut tester en amont le gain qu'on peut avoir en mettant, alors certes, pas une vraie double mobilité, un MDM, mais le gain qu'on peut avoir en mettant une double mobilité. En fait, on a fait une étude et on s'est rendu compte que le gain n'est pas si important que ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on remplace un polyéthylène hautement réticulé dans la modélisation par une double mobilité, on gagne un petit peu en extension-rotation externe, ou en tout cas, quand on gagne en extension-rotation externe, on perd un peu en flexion-rotation interne, et vice-versa. Donc le gain de 5 à 10 degrés grand maximum est pas si important que ça par la modélisation en position debout ou assise, quand on change simplement sur la planification, soit les fixed bearings, c'est-à-dire en fait un simple mobilité versus un double mobilité. Donc on peut jouer, c'est-à-dire c'est intéressant au-delà, et c'est surtout un outil pédagogique parce qu'on peut faire comprendre à nos internes comment optimiser peut-être la mise en place d'une prothèse. Alors après, le choix de la voie d'abord, peu importe, parce que globalement, on a un contrôle en direct du positionnement du bassin pendant l'intervention, et donc en fait, la voie d'abord, et on l'a montré dans une étude, n'a pas un intérêt particulier, puisque finalement, ce qui peut poser problème, et la discussion étant, c'est effectivement le positionnement du bassin sur la table opératoire. Donc effectivement, le contrôle peut-être en décubitus dorsal est meilleur, reste qu'avec l'antenne pelvienne, qui contrôle en opératoire, on peut tout à fait contrôler le bassin, et surtout, c'est le... Je vais reprendre il y a un truc qui ne part pas là. Voilà. Donc en fait, pendant l'intervention, juste pour montrer ce que c'est que la robotique, voilà, on a des procédures qui nous permettent de contrôler. Donc je rappelle que la cupule est robotisée, c'est-à-dire qu'on peut placer avec le robot la cupule, et que par contre le fémur est navigué. Donc c'est pas de la robotisation complète, et peut-être un des lacs de cette histoire, c'est de ne pas pouvoir pour l'instant robotiser le fémur. Donc là, en postérieur, vous voyez qu'en gros, on a une antenne pelvienne qui nous permet de contrôler.
les tâches qu'on demande à un robot, c'est quoi? Le fraisage et l'impaction de la cupule. Et on a une fiabilisation du positionnement de la cupule qui est quand même à 1-2 degrés près, ce qui est quand même intéressant. Au-delà de ça, on peut naviguer, là c'est dans un exemple en DAA, on peut naviguer le positionnement du fémur en essayant d'optimiser l'orientation et la version de la tige fémorale. Et quand on ne peut pas aller comme on a décidé d'aller au-delà de 10-15 degrés de rotation, à ce moment-là, on peut faire le choix, c'est votre choix, de mettre une tige cimentée pour pouvoir obtenir la correction que vous souhaitez pour optimiser effectivement la planification. Alors le robot, on sait qu'il est précis, ça on l'a vu. Les publications restent globalement assez croissantes. Vous voyez en cours la grande augmentation de façon très exponentielle des publications sur la hanche depuis les 10 dernières années. Et puis on a contribué un petit peu à ce travail puisque on était intéressé par l'implication du rachis dans la hanche et qu'on a quelques études qui montrent qu'effectivement, je vais passer assez vite, que si par exemple on prend par le robot l'intégration ou non de cette pente sacrée en position de bois assise, eh ben on se retrouve quand même avec beaucoup moins de complications, notamment de luxation, puisque dans le deuxième bras, on n'a pas eu de luxation. On a eu moins de complications que dans le premier bras. Peut-être que la courbe d'apprentissage joue un peu, mais par la robotisation, la courbe elle est assez rapide. Donc le problème, c'est pas la robotisation qui pose problème, c'est l'intégration du planning et l'évolution qu'on peut avoir du planning, éventuellement par l'expérience qu'on peut en avoir. Parce que le seul facteur de différence qu'il y avait, notamment dans la dislocation, c'était pas la voie d'abord, c'était pas l'IMC, c'était pas le choix d'une double mobilité MDM versus le choix d'un polyéthylène standard. C'était réellement la version du planning qu'on avait utilisé. Et puis on a un an, en tout cas, avec beaucoup de méfiance, à 1 an de recul, on a effectivement sensiblement, notamment quand on considère le PASS, de Patient Acceptable Symptom State, globalement, on est un peu significativement meilleur avec la nouvelle planification. Et on a constaté aussi qu'on était un peu meilleur, c'est-à-dire que mieux étaient les résultats fonctionnels sur la hanche et mieux étaient les résultats chez les patients lombalgiques préopératoires, étaient un peu mieux. Alors, l'idée, c'est quoi? Je vais essayer d'aller assez vite parce que je vais parler un peu du futur, rapidement, si j'ai un peu de temps encore, j'espère. L'idée, c'est de dire, oui, double mobilité, d'accord, mais ça ne règle pas tous les problèmes, il faut bien les positionner. Donc ça, c'est quand même un challenge. Et puis, on a tendance toujours à parler de ce qu'on a montré dans le symposium du Hip Spine avec la Softcode cette année, avec Jean-Yves Lasnec et Jean-Charles Levec, c'est que il y a la partie, on va dire, immergée de l'iceberg qu'on appelle la micro-instabilité. Ce sont des patients, finalement, qui ne sont pas instables, ils ne sont pas luxés, mais ils ne sentent pas bien avec leur hanche, ils sont un peu instables, ils ont des clics, ou bien ils ont une appréhension lors des transitions, ils disent « ouais, je suis pas mal, je suis bien, bien sûr, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais je suis pas aussi bien quand même que je souhaiterais, parce que je sens quand même que ma hanche, c'est pas comme avant, quoi. » Et ces phénomènes de micro-instabilité, il faut peut-être essayer de comprendre pourquoi. Alors, ce que la planification va améliorer les choses, oui, non, c'est une question qu'on peut se poser, mais globalement, on ne peut pas dire, et je pense que tous ici ont des hanches qui ne sont pas aussi bien que ça, entre guillemets, eh bien, peut-être qu'il y a à creuser et voir si la planification peut être influente dans les choix qu'on a faits ou voir les implants qu'on a faits. Alors, pour parler du futur, alors, l'intérêt probablement que vous pourrez y voir, si vous n'êtes pas des robotiques, une vertu robotique dans l'avenir, parce qu'on peut imaginer que finalement vos résultats sont quand même assez bons, c'est probablement dans les cas complexes comme cela, quand on a des coxa profunda, quand on a des dysplasies, quand on a des luxations congénitales de hanche, on peut tout à fait, en préopératoire, évaluer la capacité qu'on a d'avoir une stabilité de cupule quand on va recentrer dans le paléocotyle une cupule dans le cas d'un CRO 2, d'un CRO 3. Et puis, on peut voir sur les tiges aussi comment on peut recentrer, notamment quand il y a eu des chirurgies préalables, notamment conservatrices de hanche du fémur, ou voire des cas de calvicieux post-traumatique. Et bien là encore, on peut tout à fait anticiper sur la planification et puis faire le choix. Donc là encore, la robotisation, elle est tout à fait liée à cette planification. Et puis comme ce cas que je vais vous montrer très rapidement après, par exemple celui-là, on parlait du paléocotyle, et bien la planification est quand même assez intéressante puisqu'on peut effectivement, pendant l'intervention, pointer, mapper l'acétabulum et puis restituer le centre de rotation et puis situer le site de la greffe en préopératoire quasiment, et puis surtout voir si la tige passe, quelle tige on prend. On avait moins 18 degrés de rétroversion du col du fémur dans ces cas-là. Faut-il laisser moins 18 degrés? Faut-il aller à moins 5 degrés comme planifié ici? On avait la capacité de le faire avec cette tige. Si ce n'est pas le cas, on peut effectivement utiliser une tige cimentée. Alors, les progrès, c'est probablement de penser qu'à un moment donné, on pourra robotiser le fémur. Les premiers prototypes qui étaient le Robodoc, Millet, enfin, allaient fraiser entre guillemets le fémur.
Et clairement, c'était un peu maxi-invasive surgery, puisqu'il fallait mettre des potences de partout. Et donc, c'était le robot, c'était un robot qui était plus qu'aptique, hein, c'était un robot qui était quasiment actif, et donc qui se dispensait de la main du chirurgien. Donc, on n'en est pas là, parce que ces robots-là, bah, ils sont plus à l'ordre du jour. Et globalement, pour l'instant, en tout cas sur les dernières générations de robots, on ne peut pas encore robotiser le fémur, on peut que le naviguer. Et si on a, j'allais dire en direct, la taille de l'implant qui pourrait correspondre à la planification initiale ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas un contrôle automatisé de la version de la tige, ça peut être quand même un élément extrêmement intéressant. Le futur, c'est quoi? Le futur, il est présent déjà, puisqu'en fait, certains centres hors de la France commencent à mettre des cupules de reprise. Donc en fait, l'indication pour l'instant, c'est la primo-implantation. Et vous voyez qu'on peut tout à fait maintenant arriver à, si ma vidéo part, à voir, à pointer sur les cotyles de reprise, quand vous voulez les visser, de prévoir la longueur de la vis, le positionnement de la vis par rapport à la cupule de reprise, si vous faites le choix de ce type de cupule. Voir, checker pendant l'intervention par rapport au positionnement de votre cupule, si finalement l'orientation des trous est tout à fait similaire à la simulation initiale. Et puis on peut aussi simuler la tige, c'est-à-dire qu'on peut enlever la tige de primo-implantation pour pouvoir aller modéliser en préopératoire les tiges de reconstruction. Ici, une resto-modular qui était tout à fait choisie pour cette révision-là. Donc on a la capacité réellement d'aller au-delà de la primo-implantation vers la révision, voire même d'aller simuler en préopératoire les augmentes. Maintenant, on peut le faire, voire solidariser la cupule à l'augmente et fixer l'espace entre l'augmente et la cupule. Tout ça, c'est du software et ça peut se faire. Et surtout, il y a une fidélisation pendant l'intervention pour mettre en place ces cupules, ce qui est quand même intéressant. Ce qui manque, c'est probablement la qualité osseuse. Ça, pour l'instant, la qualité osseuse, on l'a pas et on n'a pas de modèle de qualité osseuse. Ce qui manque aussi, c'est le modèle musculaire. On est dans la préhistoire cinématique puisqu'on n'a pas de modèle musculaire qui nous permette de mieux comprendre encore comment fonctionne la hanche et comment va fonctionner la hanche prothésée, considérant tous les bras de levier qu'il peut y avoir musculaires et notamment des muscles glutéus. Et puis derrière, c'est l'évaluation post-opératoire et la modélisation pré-post-opératoire qui peut être un élément intéressant. Et pour parler de l'IA, donc bon, l'IA c'est bien, ça permettrait de faire correspondre tous ces éléments-là. Reste que c'est finalement une information qui serait croisée, mais que pour l'instant on n'a pas, et peut-être qu'on l'aura plus tard avec les big data, j'en sais rien. On n'a pas pour l'instant la planification idéale puisque la planification est choisie par le chirurgien. Et puis la limite probablement de la robotisation, c'est l'implant lui-même. C'est qu'à un moment donné, on vit dans des compromis, parce que la tige est une tige, que parfois le bras levier, on souhaiterait le mettre un peu différemment, et que finalement, à part régler une antéversion et puis régler une latéralisation, et encore en fonction de la tige, eh ben, on n'a pas la vertu de réellement appliquer de façon très précise la planification, notamment sur le fémur. Je finirai sur cette phrase de Dali: mes plus beaux souvenirs sont ceux du futur, et puis j'allais ajouter, faisons de ce futur un passé marquant. Je vous remercie. Questions, des remarques dans la salle? Je crois que ce qui est très intéressant dans votre présentation, c'est que finalement, on parle là du sujet de robotique, mais finalement, le sujet qui est en ligne de fond, c'est la planification 3D, en fait. Et c'est toujours un petit peu surprenant de voir qu'à notre époque, on a des centres où il y a de la robotique, des outils très poussés, et d'autres centres où on est encore avec de la planification bidimensionnelle. Est-ce que vous avez débuté par la planification 3D avant d'aller au robot, ou est-ce que vous êtes allé directement dans le robot? Je crois qu'on faisait comme tout le monde, on avait une planification avec la bille, avec la pièce d'1 €, et puis on faisait du 2D au départ. On est passé à la navigation, qui était imageless, parce que là il faut faire un scanner préopératoire. Donc là on est sur quelque chose qui est probablement plus précis, et après on a évolué sur le 3D. Et c'est vrai que ce qu'on disait ce matin pour ceux qui étaient présents, c'est finalement il y a l'avantage pour le patient, on n'en sait rien, globalement. On est en train de comprendre pourquoi. 2, est-ce qu'il y a un avantage pédagogique? La réponse est oui, parce que clairement pour les internes, d'essayer de comprendre quels sont les éléments qui peuvent être influençants dans le choix de la planification, c'est quand même un élément important. Troisièmement, quelle est la planification idéale? Pour l'instant, on ne l'a pas du tout, on ne sait pas. Donc on ingère entre guillemets des expériences un peu empiriques, et derrière on l'injecte dans quelque chose qui est finalement assez fiable, mais qui reste entre guillemets sous le contrôle de nos pensées.
Donc, je ne sais pas, il faudrait peut-être qu'on ait une chirurgie plus personnalisée, mais qu'on puisse avoir les éléments qui nous permettent de dire quelle est la meilleure planification, parce que le robot, lui, va faire ce qu'on lui demande, finalement. Donc, le problème, il n'est pas à la robotisation, finalement. Déjà, c'est un grand acquis, c'est-à-dire on a les moyens de nos ambitions, donc ça, c'est quand même un élément important, mais au-delà de ça, je veux dire, c'est la planification qui reste un élément fondamental, et peut-être aussi les implants qu'on va choisir, parce que là, on est quand même limité dans les implants qu'on choisit, finalement. Et des fois, notamment, et j'insiste là-dessus, c'est pour régler la longueur intra-articulaire et l'offset, eh ben, c'est pas simple, parce qu'on est souvent avec des tiges qui ont 10 000 offsets, et si on a envie de restituer un offset qui correspondrait, entre guillemets, à la planification qu'on a choisie, on n'a pas les moyens. Alors, on peut jouer sur l'offset acétabulaire, mais il faut que l'acétabulaire ait une bonne tenue aussi, donc on ne peut pas différencier forcément tout, parce qu'il y a quand même un lien. À un moment donné, une cupule, il faut qu'elle soit stable et puis qu'elle n'ait pas de débord antérieur et qu'on contrôle le centre de rotation. Et puis, le fémur, c'est quelque chose d'à part, mais qui va avoir un effet sur l'offset aussi. Donc, ces éléments-là, parfois, c'est des compromis de vie. C'est un peu comme, j'allais dire, les relations qu'on peut avoir interhumains. Il faut avoir des compromis. Là, c'est pareil. Sur une hanche, pour l'instant, on n'est pas si précis. Je rejoins ce qu'avait dit ce matin Mathieu, c'est-à-dire que finalement, on est dans l'imprécision alors qu'on essaye d'avoir des outils de plus en plus précis. Mais on rentre de plus en plus dans l'imprécision finalement de positionnement et de choix. Dans la salle, qui fait de la planification 3D avant une prothèse totale de hanche? Heureusement, il est fixe. Juste une question avant de partir parce que j'ai tardé. Qui met de la double mobilité systématiquement? Systématiquement. Et voilà. Ça règle les problèmes pour certains.